Bienvenue sur Fragile. Vous avez pu découvrir dans le précédent épisode réalisé en coproduction avec l'ONG Smilo les enjeux auxquels Porquerolles est confronté en termes de tourisme durable. Pour approfondir la réflexion et en apprendre encore davantage sur ce sujet complexe, mais au cœur des problématiques d'avenir de l'île, je vous propose d'entendre les interviews complètes de mes invités dans cette série de 3 épisodes. Cette semaine, c'est Virginie Fernandez, chargée de mission accueil au Parc national de Porquerolles et habitante de Porquerolles, qui nous éclaire sur ce sujet. Bonjour Virginie. Bonjour. Plus de 80% de Porquerolles est propriété de l'État depuis 1971 et l'île bénéficie du statut de parc national depuis 2012. Près d'1 million de visiteurs et de plaisanciers sont attirés chaque année par ses plages, sa végétation, ses paysages, ses forts ou ses fonds marins. Et plus de 80% de la fréquentation annuelle se fait entre avril et septembre, 40% concentrés seulement sur juillet et août. Pour commencer, Virginie, qu'est-ce qui fait de Porquerolles une île au caractère d'exception en termes de biodiversité et qui justifie justement son statut de parc national ? Porquerolles, c'est vraiment un petit bijou au milieu de la Méditerranée, et ce qui en fait la particularité, je dirais que c'est sa diversité discrète, mais tellement importante sur 12 km², puisque c'est à peu près la superficie de l'île. Eh bien, on a des paysages très variés, très différents, entre les falaises rocheuses, les plages sableuses, la pinède, l'ailleuseraie, les milieux humides. On a plus de 700 espèces végétales qui ont été répertoriées, donc 45 qui sont d'intérêt patrimonial, une faune également diversifiée. Alors, on n'a pas d'éléments, on va dire, spectaculaires. Toute la richesse de l'île est un peu à l'image justement de l'île, c'est-à-dire discrète, mais d'une grande valeur patrimoniale. Et on passe en très peu de temps de 2000 mètres de profondeur sous la mer à aller aux forêts de chênes verts et toute la diversité qui est liée avec. Un patrimoine naturel et un patrimoine culturel également qui marque aussi la spécificité de cette île qui est habitée depuis tellement d'années. Et cette histoire enrichit aussi la biodiversité de l'île de certaines manières. Quand vous parlez du patrimoine culturel, vous faites référence au patrimoine bâti essentiellement ou à d'autres éléments ? Alors, le patrimoine bâti, c'est souvent ce qu'on remarque en premier, et effectivement, ça va jouer, mais toute l'histoire du peuplement de l'île va aussi la transformer et ajouter à sa richesse. On a donc aujourd'hui sur l'île, par exemple, des plaines cultivées qui peuvent parfois surprendre en se disant on est dans un territoire protégé et pourtant ces plaines cultivées peuvent aussi enrichir la biodiversité parce que ce sont des paysages différents, ce sont des milieux ouverts qui attirent aussi une végétation et une faune spécifiques. Et ce peuplement-là, donc cette histoire de l'île, ces allers-retours de civilisations qui sont venues sur l'île, vont aussi de manière plus ou moins forte, plus ou moins discrète, marquer l'île et donc enrichir cette île également. Est-ce que vous pourriez nous dire, Virginie, qui sont les touristes qui viennent à Porquerolles ? Qu'est-ce qu'ils recherchent et est-ce qu'on peut dresser une typologie de touristes en fonction de leurs attentes ou des saisons ? Oui, alors on a beaucoup de visiteurs et ce beaucoup de visiteurs fait qu'on a quand même beaucoup de profils différents, mais je pense qu'on peut faire 2 grandes catégories. Les visiteurs plutôt sur les ailes de saison, donc qui viennent plutôt au printemps ou à l'automne et qui sont plutôt des randonneurs, des marcheurs, des promeneurs avec plus ou moins de curiosité pour la nature, mais qui viennent plutôt dans un esprit de découverte. Et puis on a les visiteurs de l'été, qui eux sont plus en quête d'exotisme, où ils viennent chercher l'île de Robinson, qui ne l'est pas toujours, et qui donc viennent à la recherche des plages, du soleil. Rien que la traversée, rien que de prendre le bateau, c'est une expérience en soi. Et on a plutôt ces visiteurs-là l'été. En vous écoutant, on comprend que Porquerolles est une île très attractive, victime de son succès, et que le principal fléau qui touche l'île aujourd'hui, c'est l'hyperfréquentation estivale qui menace son caractère même de parc national. Quels risques liés à l'hyperfréquentation estivale vous identifiez à Porquerolles ? Quels sont pour vous les domaines qui nécessitent des aménagements, des améliorations sensibles selon vous ?
Alors les impacts de l'hyperfréquentation sont multiples. Le premier, c'est bien sûr l'impact environnemental, l'impact sur l'île, où on a 1 million de visiteurs, vous l'avez dit, chaque année. Ça fait 2 millions de pieds en moyenne qui marchent partout et qui peuvent générer des dérangements ou des dégradations sur la flore, sur la faune de manière générale. Donc c'est un premier élément, mais derrière il y a aussi tous les éléments sociaux, parce qu'on peut parler de problématique de l'eau, par exemple, sur l'île. Alors bien sûr que c'est un problème environnemental, la raréfaction de l'eau, mais c'est aussi un problème social et presque sociétal, j'ai envie de dire aujourd'hui, où cette augmentation de la fréquentation limite, accentue, aggrave la problématique de l'eau. On a derrière les différentes problématiques aussi de conflits d'usage, et se pose du coup la question de la qualité de l'accueil qu'on peut proposer aux visiteurs dans un parc national, dans un espace préservé et protégé. On se doit aussi d'accueillir les visiteurs et de leur proposer une expérience agréable et une expérience qui puisse marquer le visiteur dans le bon sens, lui donner envie de préserver et de porter des comportements vertueux en dehors de ce territoire-là. Des impacts environnementaux, des impacts sur l'eau, j'imagine sur la gestion des déchets également, des problématiques de pollution plastique. L'île est confrontée à ces sujets-là? Alors l'île est directement confrontée à ces sujets-là. Vous imaginez bien que l'île, donc on l'a dit, c'est 12 km², donc une problématique des déchets importante. Ça veut dire aussi une multiplication des conteneurs et donc un impact paysager. Ça veut dire aussi une augmentation du trafic des camions pour évacuer la quantité de déchets. Donc il y a ce qu'on voit, la poubelle qui déborde, qui est pas très esthétique et qui est pas... Voilà. Mais il y a aussi tout ce qu'on voit pas derrière, c'est-à-dire tout ce que ça représente comme infrastructure, comme coût aussi pour la collectivité, coût environnemental et coût économique, financier également. On a parlé beaucoup du terrestre, mais on peut parler aussi beaucoup de l'impact de la plaisance, par exemple sur l'herbier de Posidonie, donc qui est cette plante méditerranéenne indispensable à la vie sous-marine, qui est très impactée donc par l'ancrage sauvage et qui recule régulièrement avec le développement d'autres algues invasives qui sont nuisibles aussi pour la biodiversité. Donc on a ce qu'on voit en premier lieu et puis tout ce qui découle derrière de cette hyperfréquentation. Alors sensibiliser, c'est aussi réguler. Certaines personnes ignorent, quand elles arrivent à Porquerolles, qu'elles se trouvent dans un parc national. C'est peut-être dû à l'appellation, puisque le nom du parc, c'est le parc national de Porquerolles, donc il porte le nom de l'île voisine. Quels sont les lieux et les actions de sensibilisation menées par le parc, justement, auprès du grand public ? Alors la question est complètement pertinente parce que je crois que tout l'enjeu est là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire ne venez pas et de mettre sous cloche des espaces, mais bien d'aller vers le public et de leur donner les messages, leur faire comprendre et du coup de les emmener avec nous dans cette protection et dans cette préservation. Et toute l'action du parc national va aussi aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de rendre le citoyen acteur de cette protection et d'essayer de générer le maximum de partenariats autour de ça pour les accompagner. Alors on pourrait citer en exemple le développement par exemple de la marque Esprit Parc National, donc qui est une marque comme son nom l'indique nationale. Tous les parcs nationaux développent cette marque qui est après adaptée, appliquée au territoire, et donc cette marque développe des valeurs qui sont portées par les partenaires. Alors ça peut être des hébergeurs, ça peut être des restaurateurs, ça peut être des guides également qui vont se former, qui vont bénéficier de l'expérience du parc national et de sa notoriété également pour être les ambassadeurs du parc, pour pouvoir informer en amont les visiteurs et diffuser un message de sensibilisation. Voilà. Et concrètement, donc au-delà du message, il y a d'autres actions dont ils peuvent être acteurs. Ces porteurs de la marque Esprit Parc National s'engagent déjà eux-mêmes dans une démarche donc de réduction des déchets, d'économie de l'eau, une démarche économique également, et dans cette démarche de tourisme durable, de développement respectueux
des limites. On pourrait prendre en exemple les guides qui limitent le nombre de personnes dans leur groupe pour justement pouvoir offrir un service de qualité et ne pas surcharger non plus les territoires. Au-delà de cette marque Esprit Parc, vous avez également des programmes de découverte, de balades. Je pense aux projections nocturnes aussi que vous faites plutôt au pic de saison. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, encore une fois, on est dans cette démarche d'essayer de sensibiliser, d'informer, d'éduquer, et donc on va diversifier les médias, diversifier les moyens pour toucher le plus de personnes possible. Et donc le Parc national met en place depuis plusieurs années un programme d'animation un peu global qui se répartit en 3 grandes manifestations, les points rencontres qui sont des rencontres avec les agents du parc eux-mêmes qui viennent parler de leur parc, de leur île, de leur mission, de leur passion au travers des petites grenouilles et des petits oiseaux. Mais voilà, ils vont vraiment partager cette envie et cette passion du territoire. Les balades découvertes qui mettent en avant plutôt les guides marqués justement et donc un autre regard, une autre façon d'aborder le territoire. Et puis les écrans nature qui sont des projections à la belle étoile où là encore on est un peu transporté au travers d'autres problématiques qui sont très proches de celles des îles, et derrière ça permet d'avoir des débats, ça permet d'interpeller les visiteurs et de leur dire effectivement vous êtes sur un bel endroit, une île un peu magique avec des belles plages, du beau soleil. Mais derrière, il y a aussi une faune, une flore, des problématiques un peu spécifiques. Souvent, les visiteurs, quand on leur dit parc national, imaginent réglementation, interdiction. Et l'idée de ces sorties, de ces balades, de cette intervention un peu différente, c'est aussi de leur dire, effectivement, il y a une réglementation spécifique parce que c'est un outil pour protéger, mais ce n'est pas le seul. Et d'aller plutôt vers de la sensibilisation et de l'information, donc d'aller plutôt dans une démarche dynamique et positive pour amener les gens avec nous sur ces thématiques-là. Alors là, on parle essentiellement des visiteurs terrestres, mais l'île, elle est également victime d'une hyper-fréquentation de ses plages. Il me semble que le parc mène aussi des campagnes de sensibilisation éco-gestes auprès des plaisanciers. Vous pourriez également nous en dire 2-3 mots ? Oui, bien sûr. Donc, on a des associations qui vont intervenir au plus près des plaisanciers pour échanger avec eux sur leurs pratiques, sur le mouillage, mais aussi sur l'utilisation, par exemple, des détergents à bord, sur la gestion des déchets. Et encore une fois, l'idée, c'est de les amener à des comportements plus vertueux, plus respectueux, et en limitant l'impact sur le territoire. C'est bien accueilli ? Alors de manière générale, oui. Je vous dirais qu'on a toujours une poignée d'irréductibles, mais voilà, c'est ce qui fait un peu le piquant du métier. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même relativement bien accueilli parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, une partie de la population impacte sans en avoir conscience. Et quand on vient les informer, les sensibiliser, les accompagner dans une démarche, de manière générale, on a quand même plutôt un bon accueil. Là, on était sur les démarches de sensibilisation, mais s'agissant des plaisanciers, il y a également un projet de zone de mouillage et d'équipement léger qui a pour vocation de préserver l'environnement en limitant le nombre de plaisanciers au mouillage par la mise à disposition de bouées d'amarrage à encre écologique. Ça a été mis en place à Porquerolles. Est-ce qu'il y a une volonté de mettre ça également en place à Porquerolles ? Oui, alors effectivement, la sensibilisation, c'est important, mais des fois, ça suffit pas. Le nombre, la quantité, l'urgence aussi, la nécessité d'intervenir fait que on passe également par des aménagements ou par la mise en place de structures, et notamment ces zones de mouillage à équipement léger. L'objectif principal de ces zones, c'est de préserver l'herbier de Posidonie de l'ancrage et de sa destruction. Donc ça permet vraiment aux bateaux d'accéder sur le site sans pour autant avoir un impact négatif sur l'herbier de Posidonie qui lui peut continuer à se reconstituer. Donc effectivement, il y a un projet d'installation sur Porquerolles dans cet objectif-là de préserver. À quelle échéance, vous savez ?
Je voudrais pas dire de bêtises, mais le projet est lancé, les premières études sont en cours et on devrait pouvoir voir les résultats très rapidement. Alors peut-être pas à l'été 2022, mais 2023, 2024, on devrait déjà commencer à avoir les premières structures sur place. Dans les médias qu'on peut utiliser également, il y a cette régulation. On a mis par exemple en 2021 un premier système de contre-marque sur les vélos qui était une des raisons d'insatisfaction majeure de la fréquentation, dans une démarche de réguler, mais aussi d'améliorer la qualité d'accueil, de diminuer les conflits d'usage et donc d'apaiser aussi cette fréquentation. Ce comptage et cette contre-marque a été mise en place en concertation, là encore, avec les acteurs du territoire, avec les loueurs de vélos et les partenaires. Donc c'est une première étape, c'est pas une fin, mais c'est aussi un outil qui permet de réguler, d'avancer et d'apaiser. Donc l'idée, c'est de compter les vélos sur l'île en les badgeant, à la fois chez les loueurs de vélos, chez les habitants également de l'île. C'est ça. Alors en réalité, l'idée, c'est d'avoir déjà une photographie précise de la quantité de vélos présentes sur l'île. Donc il y a 3 contre-marques. Une contre-marque spécifique pour les loueurs de vélos, pour la location de vélos. Une contre-marque pour les résidents de l'île, et puis une contre-marque également pour les vélos qui sont amenés de l'extérieur, c'est-à-dire que les visiteurs à la journée ou en séjour peuvent apporter leur propre vélo sur l'île, et donc l'idée c'est encore une fois d'avoir une photographie très précise. Dans une optique de réguler les vélos ? Dans une optique de réguler, oui, donc d'avoir un état zéro, enfin en tout cas un chiffre, un chiffre à un moment donné arrêté, précis, et d'accompagner vers une régulation du nombre de vélos sur l'île. L'objectif du parc est de préserver et de permettre la découverte de ce territoire sans mettre sous cloche. Le parc a fait le choix de la régulation à travers la concertation des habitants et des commerçants. Des enquêtes ont fait émerger une vision partagée d'une île qui ne perde pas son authenticité, qui vive dans son époque et de façon équilibrée, grâce à une fréquentation ciblée sur les qualités de Porquerolles et pas sur son image uniquement balnéaire. L'étude sur la capacité de charge a permis de faire émerger un chiffre seuil de fréquentation. À partir de 6000 visiteurs débarqués par jour, l'insatisfaction des visiteurs passe de 24 à 48%, donc on voit que ça fait véritablement un bond. Au-delà de l'insatisfaction des visiteurs, quels sont les impacts sur l'environnement de l'île à partir de 6000 visiteurs? Vous avez évoqué tout à l'heure les impacts de l'hyperfréquentation, mais qu'est-ce qu'on voit qui se cristallise vraiment au-delà d'un certain nombre de visiteurs? Au-delà d'un certain seuil, ne serait-ce que l'accès à l'île devient compliqué, c'est-à-dire que tout devient compliqué. L'accès au parking, l'accès au bateau, des queues des files d'attente interminables. On arrive sur la plage, on est vite déçu parce que les plages, en général en Méditerranée et encore plus sur les îles, sont relativement étroites, donc on se retrouve très rapidement limité. Les visiteurs, souvent, quand ils viennent sur l'île, ils s'imaginent, ils sont un petit peu dans cette quête de l'île du Robinson, de l'île déserte qu'on retrouve sur les magazines, dans les reportages. L'île où il y a personne, peut-être un bateau au mouillage pour faire le paysage et le décor, et puis c'est tout. Et quand ils arrivent ici au 15 août, ils déchantent un petit peu quand même, parce que c'est pas du tout le cas. Ils sont emballés un petit peu dans la foule, et puis ils croisent des vélos de partout. Ils arrivent sur les plages, il y a 200 bateaux devant eux, et ils savent plus trop. Ils cherchent un petit endroit pour se mettre. Et cette qualité d'accueil, elle n'est pas au rendez-vous. Voilà. Et c'est vrai d'un point de vue environnemental, donc avec le piétinement de la flore, le dérangement de la faune, etc. Il y a une vraie problématique. Mais c'est aussi vrai d'un point de vue économique, où derrière cette insatisfaction, elle fait des émules aussi, et puis chez les commerçants également, qui ne peuvent pas accueillir les visiteurs. On pense par exemple déjeuner à Porquerolles un 15 août, c'est compliqué. Mais c'est compliqué quand on arrive un peu trop tard et qu'on vous dit non, il y a plus de place, ou alors faut attendre 14 heures pour pouvoir manger. Quand c'est quand même un petit peu frustrant, et je pense que c'est aussi frustrant pour les professionnels qui ont quand même à cœur d'apporter un service de qualité
à leurs clients ou à leurs usagers et qui au bout d'un moment peuvent plus, c'est juste plus possible de suivre la cadence et de passer du temps. Nous on le voit dans nos points d'accueil également où on aime apporter un conseil personnalisé, de qualité, etc. Et puis quand on a trop de monde d'un coup, en fait c'est un petit peu de l'abattage. Voilà, la plage de la Courtade c'est par là, la plage d'Argent c'est par là. Et on peut pas faire beaucoup plus. Et on peut pas faire beaucoup plus. Et c'est dommage. C'est frustrant pour tout le monde, pour les visiteurs et aussi pour les professionnels. Alors justement, fin 2019, le Sénat a adopté la proposition de loi présentée par Jérôme Bignon et portée par le Parc national, proposant diverses mesures tendant à réguler cette hyperfréquentation dans les sites naturels et culturels patrimoniaux. La loi Bignon vise notamment à renforcer la capacité d'action des maires confrontés à l'hyperfréquentation d'un site naturel ou patrimonial, comme dans le Verdon, le Pilat, le Mont-Saint-Michel ou Porquerolles par exemple. À la suite de l'été 2020 post-confinement qui a entraîné une augmentation significative de la fréquentation, une jauge maximale journalière de 6000 passagers, toutes compagnies maritimes confondues, a été instaurée. Quel est pour vous le bilan de l'instauration de cette jauge? Peut-être en termes de chiffrés, mais aussi en termes d'effets visibles qualitatifs. Sur la mise en place de la jauge et de la fréquentation, je pense que dans un premier temps, on peut se féliciter du fait que ça a été mis en place. C'est un premier pas. Alors, on n'a pas tout réglé en 2021. Il y a encore du travail, il y a encore des choses à développer, à mettre en place, à peaufiner et à compléter. On avait, les chiffres le montraient, une dizaine, une quinzaine de jours par été où on dépassait ce seuil de 6000 personnes par jour. L'été 2020, vous l'avez dit, c'était vraiment la cata absolue, mais c'était quand même de manière générale une tendance plutôt exponentielle. Bon, voilà, on arrive petit à petit à écrêter cette tendance-là et donc en essayant de répartir un peu différemment la fréquentation pour un apaisement de la fréquentation, une qualité d'accueil et d'offres commerciales, voilà, et bien sûr la préservation de l'île, une meilleure gestion des déchets, une moindre consommation d'eau. Encore que il y a encore du travail sur la question de l'eau. Et puis ça a aussi, à mon sens, l'avantage d'interroger les visiteurs. C'est-à-dire que cette première approche de dire attention, il faut réserver, il y a un seuil limitatif, c'est pas forcément un élément rédhibitoire pour les gens, mais par contre ça les interpelle, dire tiens, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Et donc on va y aller quand même, mais on va peut-être pas y aller dans la même démarche, dans le même objectif ou de la même façon. Et peut-être, on parlait tout à l'heure de la sensibilisation et de la prise de conscience que Porquerolles fait partie du parc, faire prendre conscience aux gens quand ils décident de venir finalement que c'est un parc. Exactement, exactement. Le cœur du débat est là. Encore une fois, l'idée c'est pas de mettre l'île sous cloche et de dire aux gens ne venez pas. De toute façon, vous salissez tout. Ou vous allez vivre une expérience. Voilà. Ou alors ça va être l'enfer. On va vous attacher par paquet de 10 sur les plages. On va vous faire bronzer debout. Vous allez faire piquer par les méduses. Non, c'est pas ça qu'on dit. On dit venez, mais venez en sachant pourquoi vous venez, en sachant ce que vous venez chercher. Et encore une fois, venir le 15 août à Porquerolles pour aller passer la journée à la plage, ça n'engage que moi, mais je trouve ça tellement dommage parce que l'île, elle a tellement de secrets, tellement de choses à voir et à dire. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas aller se baigner non plus, mais on peut très facilement venir, découvrir, balader. Il y a des paysages vraiment époustouflants à quelques centaines de mètres, à quelques kilomètres de là, on change de décor, on change de paysage. Il y a un patrimoine culturel également varié. Il faut rencontrer les gens, il faut comprendre cette île. Juste aller à la plage la journée, c'est un peu dommage. Je sens quand même dans votre ressenti, Virginie, que l'instauration de cette jauge, elle pose les premiers jalons d'une prise de conscience et d'une régulation peut-être plus assumée collectivement. Est-ce que vous pensez que les élus et les habitants sont prêts à aller encore plus loin? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller encore plus loin? Alors je pense qu'il faut aller encore plus loin et j'espère que les élus et les gestionnaires ont cette conscience aussi. Je pense qu'on y vient, il y a une vraie prise de conscience générale de cette nécessité et pour moi, la mise en place de cette jauge est une
très bonne chose, mais c'est pas une fin en soi. Il faut qu'on aille plus loin dans la préservation de ce site, qui est aussi porteur d'autres messages, c'est-à-dire que on lutte très fort pour protéger Porquerolles parce que c'est notre petit bijou et voilà, c'est une île de passion. Enfin, moi j'en suis tombée amoureuse il y a plusieurs années et voilà, je suis toujours surprise par cette île. Mais ce qu'on fait sur un petit territoire comme Porquerolles peut aussi servir sur d'autres territoires parce que les problématiques sont quand même très très similaires. Alors justement, vous pensez que Porquerolles pourrait constituer un futur site pilote de tourisme durable, un modèle d'île exemplaire? Est-ce que pour vous, l'île, elle en a le potentiel? Je pense qu'elle en a le potentiel, très fortement. Il y a encore du travail, mais je pense effectivement que l'île rassemble un certain nombre de problématiques qui peuvent en faire effectivement un site pilote, parce que c'est une petite île sur un territoire qui est extrêmement fréquenté, parce que si on la replace dans le département du Var et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on est sur un des sites les plus touristiques de France, donc on a une fréquentation très très importante. On a des problématiques environnementales fortes, à la fois liées au contexte, donc on pourrait parler de la problématique de l'eau et de la raréfaction de l'eau, mais aussi des problématiques plus globales sur le réchauffement climatique, la montée du niveau de la mer, et donc les différentes modifications qui sont liées à ces changements globaux, et puis une population des partenaires, des usagers, des acteurs qui sont profondément engagés et mobilisés autour... Et très variés. Très variés. Et voilà, vraiment engagés autour de cette démarche. Et il y a quand même un fort potentiel pour que ça fonctionne. Voilà. À plus long terme, qu'en est-il de l'anticipation des conséquences du dérèglement climatique sur le tourisme de l'île ? Alors naturellement, la question des changements globaux est au centre des politiques de gestion qui sont mises en place par le Parc national, le conseil scientifique et toute l'équipe autour du Parc national se positionne et propose des scénarios différents en fonction des perspectives et des prévisions. Récemment, le Parc national a mené également un projet qui s'appelait le projet CAP 2050, qui était plutôt un projet de recherche, donc il n'y avait pas forcément vocation à déboucher sur des applications ou des réalisations concrètes, mais plutôt à se questionner sur le devenir de l'île, la relation homme-nature dans le cadre de ces changements globaux. La question était de dire, et si demain la mer, la plage deviennent des endroits complètement hostiles, et que faisons-nous sur l'île? Comment on imagine le changement d'activité? Parce que forcément, ça va impacter le tourisme. Donc des questions projectives, oui, à très long terme. À très long terme. On peut le souhaiter, en fait. Voilà, exactement. Qui sont pas forcément complètement irréalistes non plus quand on voit certains scénarios qui sont proposés, et se dire peut-être que pour éviter cette catastrophe-là, il faut commencer à y penser dès maintenant. Voilà. Et donc c'est un projet alors qui a duré un peu plus de 3 ans, qui a été financé notamment par la Fondation de France, et qui a eu la vertu de rassembler sur l'île des habitants, des acteurs du territoire, mais aussi des experts extérieurs qui sont pas forcément des agents du parc national et qui sont venus apporter leurs connaissances, leurs compétences et leurs réflexions sur des thématiques telles que la mer, la forêt et l'agriculture, puisqu'il y a derrière aussi toute la gestion de l'eau, de l'autosuffisance. Voilà. Que fait-on si d'un coup les changements globaux font que Porquerolles devient une île plus hostile. Comment les insulaires accueillent-ils la politique du parc et des initiatives en matière de préservation de la nature et de maîtrise du tourisme ? Je crois qu'il y a encore une fois une vraie prise de conscience et une vraie envie d'améliorer, d'arranger les choses. Alors on a toujours une poignée d'irréductibles, mais là aussi c'est ce qui donne un peu du piment. La critique, elle est toujours constructive à partir du moment où elle est objective, à partir du moment où elle fait avancer le débat. Voilà. Mais on sent qu'on a dépassé quand même un point de rupture qui fait, malheureusement, je dirais, avec cette hyperfréquentation, ou même peut-être des personnes qui vivent économiquement finalement du tourisme,
eux-mêmes se retrouvent face à une situation où de toute façon ils voient des visiteurs qui sont insatisfaits et disent eux-mêmes mais de toute façon c'est trop. Effectivement, on a passé un seuil et puis je crois que c'est une question de bon sens aujourd'hui, c'est que il arrive toujours à un stade où même en tant que commerçant, on peut plus fournir indéfiniment. Il y a aussi cette question de la qualité d'accueil, de la qualité de travail. Et puis, il y a aussi cette prise de conscience que l'insatisfaction génère derrière une mauvaise réputation qui a forcément un impact économique et que qu'on soit absolument convaincu de la nécessité de préserver l'environnement ou juste qu'on se dise peut-être qu'économiquement il y a un moment où ça va grincer des dents, presque envie de dire peu importe, à partir du moment où on va dans le bon sens et que au final on préserve le territoire et on continue à faire avancer les choses. Est-ce que le parc mène des programmes de sensibilisation à destination des insulaires sur les enjeux tels que la collecte des eaux de pluie, le tri des déchets ou l'installation de panneaux solaires? Oui, en effet. Alors bien sûr qu'on a un certain nombre de démarches d'information, de sensibilisation et d'éducation auprès des populations. Après, il y a beaucoup de questions qui dépendent pas forcément de la compétence du parc national, c'est-à-dire que le parc peut avoir un avis favorable, défavorable sur certains points, mais ne peut pas soit peut pas agir du tout, soit peut pas agir tout seul. Et donc il y a aussi beaucoup de travail et de concertation avec d'autres gestionnaires, la métropole, la mairie ou d'autres partenaires pour essayer de faire avancer ces sujets-là. Alors l'hiver, le tourisme est très limité sur l'île. Ça n'a pas toujours été le cas. Au XVIIIe et XIXe siècle, Hyères et ses environs étaient réputés pour être la référence des stations d'hiver. L'hivernage était alors une thérapeutique pour de nombreux souverains, hommes politiques, écrivains qui venaient y séjourner pour se refaire une santé. Alors sans revenir bien sûr à ces pratiques élitistes, est-ce qu'il y a des initiatives du parc pour promouvoir les ailes de saison qui permettraient un tourisme constant, mieux réparti pendant l'année? Quels sont les projets, Virginie, en termes de diversification de l'offre touristique à Porquerolles aujourd'hui? Alors là aussi, il y a un véritable enjeu, parce que effectivement, le fait d'étaler la fréquentation permet d'avoir un tourisme plus apaisé, plus respectueux, parce que ça impacte également la vie du village. La question, c'est de savoir est-ce qu'on veut avoir un village vacances qu'on ouvre au 1er avril et qu'on ferme au 30 octobre avec un village déserté l'hiver, ou est-ce qu'on veut maintenir aussi une vie de village, une école, une boulangerie, une mairie Absolument, ça me fait faire une petite aparté, Virginie. Vous êtes habitante de l'île, vous y avez votre famille. On a vu qu'il y avait eu la fermeture de la poste, des menaces de fermeture de la crèche. On peut craindre une extinction progressive de la vie sur l'île. C'est un vrai risque. C'est un vrai risque. On en prend doucement le chemin, même si plusieurs actions tentent de limiter cette éventualité, mais on en prend doucement le chemin. On a beaucoup de mal à sédentariser les familles. Il y a la problématique du logement, bien évidemment, mais la question du tourisme est aussi un facteur limitant ou au contraire favorisant si on peut proposer des emplois plus longs, des emplois plus stable avec une saison. Alors on bénéficie déjà d'une saison un petit peu longue par rapport à d'autres sites, mais d'avoir un tourisme annuel permet de stabiliser des emplois et donc de stabiliser des familles et de maintenir une vie sur l'île. L'enjeu, il est là derrière aussi. Et alors quel type de tourisme, quel type d'action, de proposition touristique on peut faire aux touristes en dehors de ces mois d'été? Alors là aussi, le parc national n'agit pas seul, même si dans le cadre, par exemple, du développement de la marque Esprit Parc National, on va inciter, on va essayer de développer les activités hors saison. Nous-mêmes, dans notre programmation des rendez-vous du parc dont on a parlé, on va essayer de faire des propositions très tôt dans la saison ou au contraire beaucoup plus tard. Donc on s'étale le plus possible et on va même dans une démarche où on va moins proposer de choses en juillet-août, même si forcément il faut qu'on propose des choses parce que les personnes sont là, mais on va peut-être moins proposer de choses sur les îles en juillet-août et plus en proposer au printemps ou à l'automne pour essayer de créer une motivation supplémentaire pour les gens sur place. On a la maison de parc, par exemple, qui est ouverte toute l'année et qui essaye d'accueillir. Alors,
Forcément, on en accueille beaucoup moins au mois de décembre qu'au mois de juillet, mais on fait quand même cette démarche de rester ouvert et de rester, comme l'Office de tourisme d'ailleurs, qui est ouvert toute l'année et qui propose également donc des offres touristiques, des packs vélo, resto, bateau. Voilà, on va dire qui mènent une politique d'incitation financière et tarifaire pour essayer de faire venir les gens plutôt sur les périodes hivernales. Voilà. Et on s'aperçoit que quand même, c'est aussi une tendance qui se développe. On a de plus en plus de monde l'hiver, et puis maintenant, il faut qu'on amène les partenaires privés avec nous pour que ça se soit ouvert un petit peu plus longtemps, voilà, même si certains jouent vraiment le jeu et ils sont ouverts, si ce n'est toute l'année, une grande partie de l'année. Est-ce que vous avez appris et bénéficié des expériences et des bonnes pratiques d'autres îles en matière de tourisme durable ? Oui, je crois que le travail en réseau est indispensable. Et l'un des avantages du parc national, c'est vraiment d'avoir cette visibilité aussi à l'international et de pouvoir échanger de manière très intense avec d'autres sites. Vous avez des exemples d'îles qui vous ont inspiré ? Alors voilà, le parc a mené notamment des partenariats, des échanges avec l'île Maurice par exemple, ou avec les Seychelles également, programme là. Vous savez un petit peu sur quelle thématique ces deux îles, par exemple, l'île Maurice et les Seychelles ? Les problématiques notamment étaient sur la plaisance, sur la gestion aussi de la fréquentation également, avec un impact sur les lagunes, sur les coraux, sur voilà comment on aborde ces problématiques-là. Voilà, avec la Réunion bien évidemment, qui est aussi un parc national. Si vous deviez retenir 3 axes majeurs pour le développement du tourisme durable sur l'île dans les 10 prochaines années, quels seraient-ils ? Je crois que le premier, c'est l'engagement. Il faut qu'il y ait un engagement politique, qui est vraiment des prises de décision fortes, des prises de position fortes sur cette question-là. Le deuxième axe, c'est vraiment de favoriser l'engagement des partenaires aussi, partenaires privés, parce qu'il y en a un certain nombre qui seraient vraiment partants pour s'engager, mais qui peuvent pas forcément, alors pour des raisons économiques, pour des raisons des fois de formation, de compétences. La première idée, c'est les restaurateurs ou les hébergeurs, mais il peut y avoir d'autres acteurs qui proposent des activités, qui proposent une découverte, qui proposent une vision de l'île qui est différente et qui permet d'étaler aussi cette fréquentation, pas seulement proposer voilà la plage encore une fois. Et c'est ce qui m'amène sur le troisième axe, c'est de faire évoluer les mentalités, d'ouvrir un petit peu la discussion et le débat sur d'autres points, c'est-à-dire que Porquerolles, c'est une île sur laquelle il y a des super plages, mais pas que. Et je pense que de faire évoluer cette vision-là, ça va changer aussi beaucoup de choses. Les pièges à éviter pour vous ? C'est la banalisation, je crois. Je crois que chaque île a une identité qui lui est propre. Chaque endroit, même sur l'île, quand vous êtes au Med et quand vous êtes au Langoustier, c'est pas le même endroit. Et je crois que le risque, c'est d'appliquer la méthode qui a marché à tous les endroits et à tous les sites par confort et de banaliser à la fois les actions, c'est-à-dire de proposer toujours la même chose, toujours aux mêmes personnes, d'essayer de diversifier, de rester fidèle à l'âme du lieu. Et de rester fidèle à l'esprit du lieu. Est-ce que pour vous, régulation, préservation, sensibilisation et innovation, parce que j'entends qu'il y a quand même une volonté, une envie aussi de rester sur quelque chose, alors sans être dans de la personnalisation de service, mais en tout cas d'ajuster une offre, en termes d'offres touristiques, pourrait résumer les axes majeurs d'évolution vers un tourisme durable ? Je pense que oui. En effet, je pense que il y a plusieurs étapes, un peu comme des escaliers ou comme des échelles ou plutôt comme un pulse. Donc parce qu'il n'y a pas forcément de hiérarchie dans tout ça, mais ça se complète. Voilà, cette sensibilisation, les aménagements qu'on peut proposer ou pas d'ailleurs, parce que la volonté de ne pas aménager peut être aussi une prise de position forte et un axe fort. D'ailleurs, souvent,
plusieurs problématiques, le parc fait le choix de ne pas aménager ou de ne pas répondre forcément par la mise en place d'un panneau, d'un banc, d'une cabane ou de je ne sais quoi. Donc c'est aussi un outil de gestion. Et c'est en ça aussi qu'il faut essayer d'être innovant, de trouver d'autres manières d'accueillir, d'autres manières d'informer, d'autres manières de créer, d'autres manières de développer aussi. Comment vous imaginez votre île dans 10-20 ans, Virginie, idéalement? Idéalement, j'aimerais. C'est difficile de se projeter parce qu'on a envie de dire que ça reste un petit caillou préservé, même si depuis que j'y suis, elle a déjà quand même évolué. Mais j'aimerais que la vie du village perdure. J'aimerais que ça reste une île habitée. C'est une île, on l'a dit un petit peu, mais qui a été habitée alors de manière plus ou moins intense. En fonction des périodes de l'histoire, mais c'est vraiment une île anthropisée, une île habitée, et ça fait partie de son identité, et ça me ferait vraiment mal au cœur que ça devienne juste un site touristique estival, voilà, qu'on ouvre en avril, on remplit le tiroir caisse, on ferme au mois d'octobre, au revoir, merci, voilà, ce serait vraiment trop dommage parce que l'âme de Porquerolles, c'est son patrimoine naturel, c'est son patrimoine culturel, mais c'est aussi son village. Ouais, je crois que c'est très bien résumé. Merci infiniment, Virginie. Merci de m'avoir reçue. Pour écouter l'épisode complet sur le tourisme durable à Porquerolles, rendez-vous sur fragileporquerolles-toutattaché.com. Je vous invite aussi à découvrir le podcast Once Upon an Island Green Tourism, réalisé en coproduction avec l'ONG Smilo, qui met en lumière les petites îles du monde, territoires pionniers d'un développement plus durable. Si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite. À bientôt.